Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau conseiller Takilal Ndolassem. Bonjour. Bonjour, chers frères, et bonjour à vos téléspectateurs. Je suis très honoré d'être à cette émission ce jour. Oui, vous participez ici à l'émission H comme hémicycle, une émission consacrée aux activités parlementaires. Vous êtes aussi parlementaire, alors dites-nous qui est Takilal Ndolassem. Bon, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Takilal Ndolassem, donc je suis un jeune Tchadien qui a eu un parcours assez exceptionnel, je peux le dire, parce que j'ai été ici dans ce pays. J'ai commencé en tant que... Bon, comme tout le monde, j'ai eu mon bac en 1997. Et après, je suis parti en Côte d'Ivoire dans le cadre culturel avec un groupe. Nous avons été le premier groupe tchadien à signer avec une major et le premier groupe tchadien à gagner un prix international. Après cela, je me suis retrouvé comme journaliste à Radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, j'ai été au Sénégal, où j'étais aussi journaliste à Radio Nostalgie. Après cela, je me suis retrouvé en France, où j'ai commencé à être assistant paix à son âme de Amobé Mévégué sur l'émission Plein Sud de RFI. Je suis parti à TV5 où j'étais l'assistant et j'ai travaillé avec Bonkana Maïga. Et après, je suis allé retourner à France 24 avec Amobé Mévégué encore. Et après ça, j'ai un peu laissé la culture entre guillemets et je suis allé me former dans le domaine de l'immobilier jusqu'à ce jour dont je suis gestionnaire de biens immobiliers à la mairie de Paris. Oui, gestionnaire de biens immobiliers à la mairie de Paris avant que vous ne veniez à Paris. Oui. Takilal, vous êtes aussi footballeur, connu d'abord sous le nom de Koé de Cheval ou Abedi Pelé. Abedi Pelé, voilà. Et un peu plus loin, vous êtes aussi musicien, oui. Membre fondateur du groupe Excellence J-Lover. Non, il y a la Excellence J-Lover, c'est mon nom d'artiste. D'accord. Oui. Maintenant, dites-nous comment, du terrain de la musique, vous vous êtes retrouvé à Paris. Parce qu'à un temps, vous étiez aussi en Côte d'Ivoire, à Ouaga. J'ai fait pratiquement toute l'Afrique. Oui. Mais voilà, je suis quelqu'un qui touche à tout. Je suis quelqu'un qui touche à tout et je me suis fermé aucune porte. Je me suis fermé aucune porte. Et pour l'histoire, comme vous le dites, on aurait pu, à l'époque, Djarma et moi, Djarma qui est aujourd'hui le président de la fédération de judo, on était les deux seuls jeunes Tchadiens sélectionnés par l'Allemagne pour aller jouer au football en Allemagne, avec un entraîneur allemand qui s'appelait Smith, qui est venu ici. Malheureusement, les gens ont monté la tête de nos parents pour dire qu'on allait nous enlever les organes et tout ça. Bon. Donc ça a échoué. Mais je suis un touche-à-tout. Je suis quelqu'un d'hyper actif. D'ailleurs, ça m'a valu beaucoup de problèmes dans mon enfance parce que on disait peut-être bon, ça veut dire que peut-être l'enfant là c'est un sorcier. Bon, je suis un touche-à-tout et puis voilà quoi. D'accord. Mais en tant que footballeur aujourd'hui, s'il faut jeter un regard sur le football tchadien, alors quelle analyse faites-vous du football tchadien? Écoutez, je suis très triste. Je suis très triste parce qu'il y a beaucoup de talent et il suffit qu'on leur donne un peu de moyens. Moi, je suis très proche de Jafet Ndouram, de Georges Weah, par exemple, et de certains grands footballeurs. Il suffit que le Tchad décide pendant, par exemple, 5 ans, de choisir les meilleurs joueurs et de les former dans un centre, et je pense que des centres existent, où il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ces jeunes-là, j'imagine que dans 5 ans, ils peuvent ramener la Coupe d'Afrique. C'est dommage qu'aujourd'hui, tout est intérêt, et j'en viens à, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu mal au cœur parce que, par exemple, le footballeur camerounais qui voulait aller jouer avec l'équipe du Cameroun, les gens n'ont pas voulu. Il est allé jouer avec la Suisse et c'est lui qui a marqué le but contre le Cameroun. Les gens sont allés casser chez lui. On a des talents comme ça. Il faut juste qu'on les aide à éclore. Et j'espère que moi, je vais en parler à l'Assemblée nationale. Je vais demander à ce que le ministre des Sports vienne éclaircir les choses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des femmes comme Jacqueline Moudeina, qui est entourée des jeunes, et je lui en parle souvent, pour que la FIFA nous aide à entretenir ces jeunes, parce qu'il y a des talents à l'état pur aujourd'hui au Tchad, et le Tchad ne peut qu'aller de l'avant. Voilà ce que je Malheureusement, on se rend compte aussi que la corruption a gagné le milieu du football, Takilal. C'est tous les milieux. Malheureusement, c'est tous les milieux. Tout est à refaire au Tchad. Depuis que je suis au pays, je vois beaucoup de choses qui m'écœurent, qui me font mal. Parfois, tu ne dors pas la nuit parce que c'est incroyable. Pas seulement le football, la justice, la santé,
l'éducation, tout est à reprendre. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir des jeunes. J'étais la dernière fois hospitalisé dans une clinique de la place, et le jeune qui venait changer les draps, il a un master 2. Il me dit, je n'ai pas de travail, je ne suis pas intégré, mais voilà, je suis obligé de venir changer les draps pour gagner quoi, 50 000 francs, ça veut dire 80 €. Et ce jour, ça m'a fait mal parce que j'étais allé manger dans un restaurant avant d'aller à l'hôpital faire mes examens. Ça veut dire que j'avais dépensé dans un repas son salaire du mois. Et ça m'a fait très mal. Je pense qu'on peut faire des choses dans ce pays pour que les jeunes, pour que la santé, pour que l'éducation soit... Parce que nous ne sommes que 17 millions pour un pays qui fait 1 284 000 km². Nous ne sommes pas assez. Vous savez, il y a une seule ethnie au Nigeria qui s'appelle les Ibo. Ils sont 80 millions. Une ethnie. Mais chacun a sa place au Nigeria. Donc je pense que si les gens veulent vraiment... Il est vrai que la fonction publique ne peut pas contenir tout le monde. Nous sommes d'accord. Mais je pense que si les gens veulent qu'il y ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et que la justice, l'égalité soient là, on peut aller de l'avant. J'en suis convaincu. Et ça, je le dis à qui de droit. Takilal, vous êtes ex-politico-militaire, vous avez assisté au dialogue national inclusif et souverain. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de cette grande messe qui a réuni au moins toutes les forces vives de la nation? Je retiens beaucoup de choses. Déjà, nous avons eu la chance d'avoir pratiquement tous les politico-militaires qui étaient représentés. À Doha d'abord, au Qatar. Et je parle des plus significatifs, il y a eu les Timan Erdimi, les Tom Erdimi, les Nouri, et les Wakai, et j'en passe, ceux que j'ai oubliés. Et en plus, ça a permis qu'on vienne ici. Bien entendu, tout le monde n'est pas représenté parce que les facts auraient été là, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Après, nous sommes venus au dialogue national. Ce dialogue aussi a vu la participation de multiples Tchadiens. Bon, il y a des Tchadiens qui ne sont pas venus, malheureusement. Je dis encore malheureusement. Mais il est temps qu'il faut que les Tchadiens s'assiedent pour résoudre les problèmes du Tchad. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je suis un peu meurtri parce qu'il y a des gens qui disent non, nous sommes venus valider la dynastie, nous sommes venus, nous sommes des traîtres, nous sommes venus, on est vilipendés. Mais les gens ne comprennent pas une chose. Vous savez, moi je suis d'ethnie Ngambaye. Chez nous, les Ngambaye, on dit quand la musique change de note, il faut aussi changer ta manière de danser. Il ne s'agit pas de dire non, non, non ou non, et puis d'avoir une posture qui amène nulle part. Je dis souvent aux gens, comprenez une chose. Moi, j'ai décidé de rentrer parce que j'ai compris une chose. C'est celui qui est assis devant la marmite qui voit le fond. On ne peut pas tout le temps rester à l'extérieur, critiquer sans venir rester vivre avec nos compatriotes ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons une chance d'avoir 2 ans de transition, de pouvoir changer la Constitution, mettre une nouvelle CENI en place, aller vers des élections pour que, pour une fois, un président élu soit reprend la main ou s'il ne prend pas, il donne la main à un président élu. Je pense qu'il faut qu'on soit moins optimiste. Vous savez, nous avons un certain souci au Tchad. Toute logique politique ou religieuse obéit à 2 choses. L'utopie et la dystopie. L'utopie, c'est ce qu'on vous dit que vous allez avoir. Par exemple, on vous dit que si vous faites du bien, quand vous allez mourir, vous allez aller au paradis. La dystopie, c'est vous faire peur. C'est pour dire que si vous faites du mal, vous allez aller en enfer. Les Tchadiens sont devenus des spécialistes de la dystopie. Ils ne voient que le noir devant eux. Non, il ne faut pas. Je pense qu'il faut donner cette chance. 2 ans, c'est rien dans une nation. C'est quoi 2 ans? On finit dans 2 ans, on fait une nouvelle constitution, on avance, on fait des élections, et puis celui qui gagne aura gagné et il va gouverner. Voilà. Et il faut qu'on se tolère, parce qu'aujourd'hui, dès que tu n'es pas d'accord, wow, tu es un traître, wow, tu es un vendu, wow, tu es un ceci, tu es un cela. Je pense qu'il faut que les Tchadiens aspirent à beaucoup mieux que ça. Nous avons connu que la guerre, il y a des gens qui n'ont connu que la misère, nous avons des calamités, les gens sont dans les rues, l'eau, malheureusement, et les gens ne mangent pas à leur faim, les gens n'ont pas droit à la santé, les femmes accouchent par terre. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ce stade, qu'on ait la paix pour aller de l'avant.
Takilal, ex-politico-militaire, après avoir regagné le bercail et participé au déni, comme vous l'avez soulevé tout de suite, le gouvernement va bientôt s'atteler au processus du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Alors, en tant qu'ex-politico-militaire, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la situation de vos soldats? Moi, je n'ai pas de soldats. Je tiens à le dire de manière claire et nette. Mais vous êtes politico-militaire. Oui. Quand je dis ça pourquoi? Je veux m'expliquer. Quand je dis je n'ai pas de soldats, parce que ces gens qui sont avec moi, ils y sont par dépit. C'est-à-dire? C'est des diplômés sans emploi. Ce ne sont pas des gens qui ont décidé d'aller au maquis par gaieté de cœur. C'est des gens parce qu'ils ont des diplômes et ils ne trouvent pas du boulot. Et quand ils voient des gens avec qui ils étaient à l'école des cancres, qui ont tous les grands postes, ils sont révoltés. Moi, je ne les vois pas comme des soldats. C'est pourquoi, la dernière fois, dans une interview avec un de vos collègues, j'ai dit, moi, mes soldats, ce sont des diplômés sans emploi. Parce que si aujourd'hui, et j'ai eu à le dire aux plus hautes autorités, j'ai dit, si aujourd'hui, vous avez un homme qui a son travail, qui a sa famille, il a son boulot, il envoie ses enfants à l'école, je vous jure qu'il ne saura même pas qui est président de la République. Il n'en aura rien à foutre. Si il est dans la justice, il y a la justice, il y a l'égalité. Les gens ont leur travail, ils ont leur famille, ils ont leur salaire, ils savent se soigner. Je vous jure, ils ne sauront même pas qui est le président de la République. Mais aujourd'hui, on a ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'injustice, il y a l'inégalité. Comme on dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si nous arrivons à cela, mais les gens s'en foutront de savoir qui est président, qui est ministre, qui... Le monsieur, il sort le matin, il prend sa voiture, il va au travail, ses enfants vont à l'école dans de bonnes conditions. Quand ses enfants, ou lui-même il est malade, il se soigne comme il faut, mais il s'en fout de la politique. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça aujourd'hui. Il y a une égalité criarde. Et ceux qui sont au pouvoir le savent. Moi, je le leur ai dit. Ils savent, ils vous le diront. Takilal, il dit ce qu'il pense. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai encore... Moi, j'ai tout sacrifié pour venir ici. Les gens qui me connaissent à Paris savent quel genre de vie j'ai. Aujourd'hui, j'ai accepté de venir dans mon pays. Non, parce mais qu'est-ce que vous avez sacrifié à Paris? Pas tout. Quand on dit que vous êtes SDF? Oula, vous savez, il y a des choses que parfois, par pudeur, je ne veux pas dire. Mais je pense que beaucoup de gens me connaissent à Paris. J'ai un appartement de 100 mètres carrés. J'habite seul avec mon chien. Je suis la personne qui reçoit le plus de Tchadiens qui viennent en France. Je vais les sortir même de l'hôtel. Ce que je suis en train de dire, si ce n'est pas vrai, je demande aux téléspectateurs qui nous regardent là de vous écrire ou de venir participer et dire que c'est faux. J'ai 5 chambres salon en France. Je vis seul avec mon chien. Quand j'entends qu'un Tchadien est dans un hôtel, je vais le sortir de cet hôtel. Je lui dis, viens, il y a la place chez moi. Parce que je suis gestionnaire de biens immobiliers. C'est une maison que l'État français m'a donnée. Donc quand ils disent que c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi, parce que les gens, on se connaît. Mais ça, c'est pas une fierté pour moi. De dire ça, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour le prochain? Qu'est-ce que tu fais pour ton peuple? Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale. C'est comment interpeller, impacter positivement mes compatriotes, ma nation, pour que les choses changent. Parce que ça fait mal de voir aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des gens qui sont des diplômés, qui sont sans emploi, qui ont des grands diplômes. Il y a des gens aujourd'hui à l'inondation qui vivent dans la rue. Il y a les femmes accouchent par terre. C'est ça, la mission. Donc, oui. Un peu plus loin, Takilal, on dit que Takilal est un général sans troupes. Oui. C'est-à-dire? Mais ça, c'est ceux qui le disent, qui ont envie de le dire. Je pense que si aujourd'hui l'on a accepté que j'aille à Doha, c'est parce qu'ils savent pourquoi. Je pense qu'il y a des rapports qui sont faits. J'ai été reçu au Soudan du Sud, j'ai été reçu au Burkina, j'ai été reçu partout. On a été reçu partout quand on voulait faire cette révolution, qui, Dieu merci, le dialogue est arrivé. Donc je pense qu'il ne faut pas insulter les services secrets tchadiens. S'ils savaient que c'était ça, je ne pense pas que j'aurais été invité à Doha ou que je serais venu ici. Conseiller Takilal, qu'est-ce que concrètement le peuple tchadien attend de vous en tant que conseiller national? C'est qu'on les défende. Il faut qu'on défende le peuple. Notre objectif, c'est d'interpeller les ministres et d'interpeller ceux qui gouvernent pour qu'ils fassent la tâche à laquelle ils ont été commis. Moi, aujourd'hui, j'ai demandé, bon, j'espère que ça se fera,
qu'il y ait une commission éthique et déontologie à l'Assemblée nationale. Que chaque ministre, chaque personne, chaque DG, chaque PCA, une fois qu'il est nommé, il fasse d'abord, il déclare ses biens. Et qu'il soit, à la fin de son mandat, qu'il déclare aussi ses biens. Et qu'il dise comment il a acquis ce qu'il a eu. Comme ça se fait au Rwanda, comme ça se fait dans certains pays développés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui font vite pour manger. L'essentiel pour eux, c'est que quand on les nomme, il faut qu'ils pillent le plus rapidement possible parce que sinon on va les sauter demain et ils n'auront plus rien. Donc c'est voler. Mais il faut qu'on demande aux gens qu'est-ce que tu as et à la fin, et qu'on fasse un audit. Parce que ce n'est pas normal. Vous savez, on a eu la dernière fois, même à l'Assemblée nationale, au dialogue, Hicham Ibn Omar a parlé par exemple des Panama Papers. Nous avons 180 milliards. Il n'y a que 17 personnes qui possèdent ça dans les îles Vierges. Mais il faut qu'on ramène cet argent au Tchad. Pendant l'histoire du Corona, par exemple, le Tchad a déboursé 100 milliards pour la fondation de l'ex-première dame. Mais où est parti cet argent? Il faut qu'on poursuive les gens, il faut que cet argent revienne au Tchad. Moi, j'ai demandé qu'on ait une commission éthique et déontologie, qu'on poursuive ceux qui volent, qui ramènent cet argent. On leur fait un deal, on leur dit vous n'allez pas en prison. Mais vous ramenez l'argent que vous avez volé, là. Vous ramenez dans les caisses de l'État. Et ça va aller. Est-ce que vous avez une pensée particulière pour la jeunesse tchadienne en tant que conseiller national? Qu'est-ce que vous comptez faire? La jeunesse tchadienne est une jeunesse magnifique, mais qui est livrée à elle-même, est une jeunesse sacrifiée. C'est malheureusement pour l'instant le cas. Mais il ne faut pas perdre espoir. Je pense qu'il y a des mécanismes. Je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Il ne faut pas aussi que les jeunes, nous jeunes, nous trompons. La fonction publique ne peut pas absorber tout le monde. Il faudrait qu'on puisse trouver des mécanismes pour aider les jeunes. Moi, j'ai vu l'exemple en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'État peut aider des jeunes à travers des crédits, par exemple, à monter des affaires, à monter des structures et tout ça. Mais on ne peut pas forcément aller tous dans la fonction publique ou compter à 1000% sur l'État. Ce n'est pas possible, ça n'existe dans aucun pays au monde. Mais l'État peut orienter les jeunes. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Mon ami le ministre Mamadou le fait très bien. L'État peut sortir des fonds et puis bon dire, chaque jeune amène son projet. On étudie ce projet. On donne des crédits de 5 millions, 10 millions et on vous dit, bon, vous avez 5 ans pour rembourser. Mais les jeunes vont se mettre au travail. Ils vont pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir... Parce qu'aujourd'hui, la dignité d'un homme, c'est d'avoir un travail, avoir une femme, des enfants, un toit. Et ça, l'État peut orienter les gens vers ça. Donc, je demande aux jeunes de ne pas perdre l'espoir. Ça, c'est des choses que nous avons écrites, que nous allons donner à qui de droit, et que même au niveau de l'Assemblée. Et moi, je compte même aller voir certains bailleurs de fonds, aller voir certains amis qui ont des positions assez aisées dans certains pays, pour leur dire, venez au Tchad. Le terrain est vierge. Le Tchad, c'est un terrain qui est vierge. Et aider les jeunes. Et il y a des fondations, Tenu Elumelou, il y a les fondations d'Ankodé, il y a des fondations, plein de milliardaires qui ne demandent que ça. Mais ils veulent des gens sérieux. Bientôt, il y aura aussi une fondation Takilal. Non, je ne pense pas que... Je n'ai pas les moyens. Je ne pense pas que... Vous savez, j'ai 8 grandes sœurs, j'ai 34 neveux. Ça va être compliqué. Parce que... Mais si on peut amener des gens pour faire des choses, pourquoi pas? Voilà. Après les 24 mois au Conseil national de transition, que comptez-vous faire? C'est-à-dire, quand vous aurez fini les 24 mois, en étant ex-politico-militaire, parce que là, vous n'êtes pas d'abord fonctionnaire tchadien, est-ce que vous allez toujours continuer dans la politique ou bien répartir au maquis? Non. Il n'est plus question de maquis. Nous avons, en signant l'accord de paix de Doha sous l'égide de la communauté internationale, on a eu 3 propositions. Soit on devient des partis politiques, soit on entre dans un parti politique existant déjà, ou soit on se fond dans la masse. Comment se fondre dans la masse? Il y a des gens qui ont décidé de repartir au quartier. Mais moi, j'ai décidé de transformer mon parti en parti politique.
Donc nous, le FPL, nous ambitionnons de nous présenter à l'élection présidentielle. Oui. Donc j'ambitionne de devenir président de mon pays. C'est une ambition. Voilà. Donc peut-être qu'on ne sait jamais, la vie étant ce qu'elle est, la prochaine fois je vous recevrai à la présidence. D'accord. Oui. Oui. Merci que je sois reçu éventuellement à la présidence de la République par le président de la République, Takilal Ndolasom. Actualité oblige, président Takilal. Revenons un peu sur les événements de 20 octobre 2022. Le gouvernement parle d'une insurrection et les organisateurs de cette marche parlent d'une marche pacifique. Aujourd'hui, quelle est la position de Takilal Ndolasom par rapport aux événements douloureux de 20 octobre 2022? D'abord, je veux m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts. C'est des deux côtés, c'est-à-dire du côté des manifestants comme du côté des forces de l'ordre. Ensuite, que les blessés et que l'État, comme j'ai fait un tour pour solliciter la clémence de l'État envers les jeunes qui ont été arrêtés et qui sont dans les différentes prisons du Tchad. Mais je voudrais dire une chose. Vous savez, je suis comme les Polonais. Les Polonais ne croient pas au miracle. Parce que vous savez, lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne, la cavalerie polonaise a chargé les chars allemands. Il n'y a pas eu de miracle. J'ai tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps pour dire aux gens, nous ne pouvons rien obtenir par la force. Il faut aller par la négociation. Les gens n'ont pas voulu comprendre. On ne peut pas défier l'État à ce point. Quand une marche est interdite, il faut respecter l'État. Parce que quand on aspire à diriger, il faut respecter ce que plus tard, un jour, on va les diriger. Les torts sont partagés. C'est pourquoi je souhaite vivement que... je pense que la communauté internationale a dit qu'ils vont envoyer des enquêteurs qui vont venir enquêter. Et que justice soit faite pour que ceux qui ont commis ces abominations, les meurtres de part et d'autre, soient punis conformément à la loi, pour que ça ne se répète plus dans notre pays. Mais parfois, il faut arrêter de défier les gens. Défier l'autorité de l'État. Il faut arrêter, parce que moi, ce que j'ai dit là, ça m'a valu... Ils sont allés brûler mon restaurant. Hein. Moi, j'ai un restaurant ici à N'Djamena, que les gens sont allés brûler comme ils ne me trouvaient pas. Ils sont allés brûler mon restaurant. C'est pas grave, il y a eu des morts, donc c'est pas grave. Il faut que les gens Déjà, arrêtent. vous êtes arrivé quand pour avoir déjà un restaurant ici? Ah bah, vous ne savez pas tout ce que je fais. J'en ai au Sénégal, j'en ai en Côte d'Ivoire, voilà. Il faut que les gens vous n'avez pas arrêtent. dénoncé? Pour avoir dénoncé, les gens ont dit non, que moi je suis un traître. Non. J'ai dit aux gens, nous pouvons commencer par la négociation. Comment une marche qui était autorisée à N'Djamena, qui n'était pas autorisée autant pour moi à N'Djamena, cette marche se retrouve à Moundou, à Doba. Comment on peut donner de l'alcool? Parce que moi j'ai des familles là-dedans, des Nguérek aux gens. Qu'on peut donner des choses aux gens pour dire que c'est des antiballes, qu'ils aillent brûler des commissariats, qu'ils aillent dire qu'ils vont prendre le pouvoir, qu'on est les plus nombreux. C'est lesquels? Mais non, ceux-là qui ont fait ça, j'ai pas envie de dire leur nom. Mais aujourd'hui, la vérité, petit à petit, ça commence à sortir. Parce que nous, on a des neveux là-dedans. Ils ont fait... Où sont-ils? Mais je ne sais pas. Ils ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est nous qui soyons les blessés. Eux, ils sont partis. C'est nous qui soyons nos parents blessés. En même temps, l'État doit former aussi des policiers les forces de l'ordre à maintenir l'ordre. Il n'est pas normal que ce soit des tirs à balles réelles contre les populations. Ça, ce n'est pas normal. Et j'espère que la mission là, qui va venir va faire son enquête de manière impartiale et les coupables. Parce qu'il faut que les forces de l'ordre ne tirent pas à balles réelles sur les gens. Que leur mission soit de contenir la foule. Mais en même temps, en face, il ne faut pas défier l'État. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas normal. Parce que moi, dans mon quartier, par exemple à Moursal, côté Aigle, parce que c'est là que j'ai grandi, un de nos parents, parce qu'il était en djellaba, a été brûlé. Parce qu'on a dit que c'était un agent de l'ANS. Pourtant, il était simplement djellaba. Ce n'était pas un agent de l'ANS, c'est un de nos parents. Il sortait pour aller au travail. Ce n'est pas normal. Mais en même temps aussi, en face,
il faut que les gens fassent le travail des forces de l'ordre. Il y a l'eau chaude, il y a des balles en caoutchouc. Ce n'est pas normal qu'on tire sur des gens. Donc, des deux côtés, les coupables doivent assumer. Nous sommes en période de transition. Quelquefois, nous assistions à des conflits intercommunautaires pour tristes nouvelles. Crime. Aujourd'hui, si vous avez un message à adresser à l'ensemble de vos concitoyens, quel serait donc le message du président Taky Lal? Non, mon message envers les autorités, apporter la justice, l'égalité, la santé, l'éducation au peuple tchadien. Les jeunes, l'État a le droit de vous donner du travail, mais ne comptez pas que sur ça. Battez-vous, mais il faut que l'État vous accompagne. Donc moi, c'est ce message que j'apporte, parce que ce pays, il est trop grand pour nous. Vous savez, un jour, pendant qu'il y avait des problèmes au Zaïre, entre-temps, Kasavubu a dit à Lumumba, vous savez, monsieur Lumumba, ce pays est trop grand pour nous. Et Lumumba a répondu à Kasavubu, ce pays n'est pas trop grand pour nous, mais ce pays exige de nous de la grandeur. Le Tchad exige de nous de la grandeur. Soyons grands et pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, à ce pays qui a beaucoup à nous offrir. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Voilà, merci pour ces sages et utiles conseils, président Taky Lal. Nous espérons toujours vous revoir toujours ici dans le cadre de notre émission Hashcom Hémicycle, puisque vous êtes parlementaire. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'exprimer pour la première fois depuis mon retour à la télé Tchad dans cette émission. C'est un grand honneur pour moi. Je salue tous les Tchadiens. Yadjama salim alaikum. Merci. Oyonga. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau conseiller Taky Lal de l'ESSEM. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.